Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Vous motivez ma priorité qui est un groupe d'échange de bons conseils pour ceux qui souhaitent développer un business en ligne. J'ai compris aujourd'hui que les personnes qui souhaitaient réussir sur le web ont besoin de témoignages de ceux qui ont accompli leur projet. Donc je suis Sherazade et je vous présente mon invité d'aujourd'hui qui est Muriel du blog et chaîne YouTube Adapter son yoga. Muriel, qui est devenue rapidement une auto-entrepreneuse à succès, nous présente aujourd'hui ses secrets pour développer un business en ligne. Elle vous dira tout ce qu'il faut savoir pour débuter sur le web. Elle est avec nous aujourd'hui pour répondre à mes différentes questions. Attentifs, installez-vous correctement et prenez note. Alors Muriel, première question, qu'est-ce qui te motive à te lever chaque matin ? Alors bonjour Sherazade. Déjà, juste sur ta présentation, je voudrais juste dire, je m'estime pas entrepreneur à succès comme tu as dit sur le web. J'ai démarré, voilà, je suis bien enclenchée, mais voilà, je vois bien qu'il y a d'autres qui ont atteint des paliers que je n'ai pas encore atteints. Mais voilà, mes chiffres sont prometteurs. Mais c'est en cours. C'est en cours, exactement. Alors, qu'est-ce qui me pousse à me lever le matin? Eh ben, justement, en ce moment, clairement, franchement, c'est mon projet web. C'est mon site Adapter son yoga qui vraiment, c'est un projet qui me booste. D'accord. Toi, ta profession avant de commencer sur le web, c'était quoi exactement ? Alors, moi, je suis kinésithérapeute et ostéopathe et je travaille encore d'ailleurs en libéral et donc ça fait une vingtaine d'années que je travaille en libéral. Ça veut dire pour tes auditeurs que j'avais aucune connaissance sur le web. Vraiment, moi, ce que je sais faire, c'est masser, étirer, soigner des dos, mais je ne savais pas, j'ai aucune connaissance sur le marketing digital, comment on monte des vidéos, comment on se filme, tout ça, c'est pas mon truc. Enfin, D'accord. Tu avais acheté la formation comme moi de blogueur pro. C'est ce qui t'a permis d'avoir vraiment toutes les techniques à mettre en place pour développer ta chaîne YouTube, développer ton site internet et te faire connaître. exactement. D'ailleurs, alors ça vient peut-être un petit peu tôt par rapport à tes questions, mais c'est un premier conseil que je peux donner à tes auditeurs. En fait, moi, j'ai essayé de démarrer toute seule parce que j'ai écouté pas mal de conférences, beaucoup de tutos gratuits sur YouTube. On trouve beaucoup de ressources et je me suis dit, ah, mais ça a l'air facile. C'est bon, j'ai pas besoin de payer une formation, je vais le faire toute seule. Moralité, au bout d'un an, j'avais très exactement vendu pour, je pense, 80 euros de produits et j'avais dépensé 30 euros fois 12. Donc, Ah oui, voilà, en frais d'abonnement divers et variés. c'est vrai. C'était absolument pas rentable et j'avais perdu une année. Voilà. Mais donc, par la suite, j'ai vraiment compris l'importance d'être guidée, d'avoir un formateur. Et là, vraiment, vraiment, ça, c'est un excellent conseil que je peux donner. C'est de pas vouloir tout faire tout seul. C'est pas possible. Après, c'est vrai qu'il y en a qui réussissent, mais ça prend énormément de temps. Il y a beaucoup de recherches, il faut tester énormément de choses. Oui, et puis alors je peux moduler un peu mon propos. Je déconseille à quelqu'un qui n'y connaît rien d'essayer tout seul. Maintenant, si c'est quelqu'un qui a déjà l'habitude, dont le boulot c'est, je sais pas moi, de créer des sites internet de créer des sites internet, bon bah oui, c'est là peut-être qu'il peut se lancer tout seul. Mais en tout cas, avec mon niveau de connaissance et mon bagage, moi, il fallait pas que je le fasse toute seule. D'accord. Donc, tu as mis combien de temps à partir du moment où tu t'as acheté la formation et jusqu'à développer un petit peu ton audience et avoir un certain nombre d'inscrits sur ta liste d'emails? Alors moi, ça a été très rapide. J'ai débuté la formation en mai 2021. J'ai ouvert le site internet en juin. Donc, tu vois, un mois pour trouver le nom du site, la thématique. Je savais même pas exactement sur quelle thématique j'allais bloguer. En septembre, j'ai commencé à collecter des emails. Et le temps d'écrire deux, trois articles. Puis il y a eu l'été quand même. Et puis en 15 jours, j'avais déjà 100 mails sur la liste. Alors, ça peut paraître peu, mais c'était 100 mails très qualifiés parce que j'avais fait un bonus très spécifique pour les professeurs de yoga. Et donc, voilà, en 15 jours, j'avais déjà passé la barre des 100 personnes sur la liste email. Donc, je vais récapituler. T'as créé ton blog, tu as regardé les niches qui étaient le plus demandées, tu as regardé par rapport à la concurrence, tu as fait une recherche approfondie ou pas spécialement? Ah oui, j'ai énormément travaillé. Là, peut-être que j'ai déposé qu'en un mois le blog, mais c'est un mois où j'ai énormément travaillé. Je dois dire que j'ai pas tellement travaillé par rapport aux autres et par rapport aux niches. J'ai plutôt travaillé par rapport à moi. J'ai travaillé sur ce que mes compétences professionnelles, mes Et t'es passions. patient. Ouais, c'est ce que. Voilà, voilà. Et j'ai vraiment essayé plutôt de trouver ma voie dans ce sens, en fait, plutôt que de regarder ce qui existait, ce qui marchait et comment j'allais pouvoir me positionner. Je suis vraiment partie de moi.
D'accord. De toi, de tes patients et de ce que eux réclamaient, qu'ils ne trouvaient pas peut-être sur Internet. De mes passions plutôt, hein, je voulais Tes dire, je pas- suis partie de mes passions, je suis partie de ma compétence professionnelle et je suis partie, oui, voilà. C'est-à-dire que dans ma vie professionnelle, je commençais à en avoir un petit peu marre de la kinésithérapie et de l'ostéopathie. Ça faisait 20 ans que je faisais ça en libéral, donc j'avais pas envie de bloguer sur ces thématiques, ça m'intéressait pas. Mais quelques années auparavant, j'avais découvert le yoga et ça me bottait vraiment. Donc j'avais vraiment envie de travailler sur le yoga, mais avec mon regard de kiné. Et puis, il se trouve que comme je connaissais bien le yoga, dans mon activité professionnelle, je recevais souvent des patients qui étaient en fait des profs de yoga ou des gens qui se faisaient mal en pratiquant le yoga. Et ils venaient me voir moi parce qu'ils me disaient, bah, vous savez comment on fait une pince, expliquez-moi pourquoi j'arrive pas à faire la pince avec mon corps. Donc j'avais beaucoup de patients, si tu veux, aussi, qui étaient déjà intéressés par le yoga. Et effectivement, j'ai entendu leurs besoins, je connaissais leurs besoins en fait. D'accord. Donc, c'est grâce à ton expérience professionnelle que tu as pu développer justement cette compétence-là, enfin, et le faire partager sur Internet. Oui, tout à fait. J'avais déjà vu un peu dans la vraie vie les besoins et je les ai transférés sur le web. Mais je tiens à te dire ici qu'au début, les gens à qui je parlais de ce projet, ils étaient vraiment sceptiques, hein, parce qu'ils disaient non, mais un kiné, ça peut pas marcher sur le web. On peut pas masser à distance, on peut pas traiter à distance, on peut pas remettre en place une vertèbre entre guillemets à distance. Donc, qu'est-ce que tu vas proposer en fait? Voilà. D'accord. Donc, tu as fait après ta petite niche. Tu as cru en ton projet, en fait, avec ta passion. Tu as cru vraiment en ton projet et tu as tout mis en place pour y arriver. Oui, mais je dois dire que je pense que toute seule, je n'aurais pas compris. C'est vraiment en suivant la formation d'Olivier Roland. Je peux en parler. Oui, C'est oui, oui, ouais, je t'en c'est lui prie. qui incite à vraiment à créer son ikigai, tu sais, à trouver son chemin de vie. Et voilà. Et moi, j'étais très fière en plus de ne pas renier ce que j'avais fait pendant 20 ans. J'avais envie de travailler différemment, mais ça m'ennuyait quand même de ne pas utiliser mon expérience. Oui, de toute façon, ceux qui commencent sur Internet, ils ont toujours les compétences qu'ils avaient cumulées durant leur expérience de vie. Donc, ça leur a permis de soit de continuer dans la même continuité ou sinon de changer complètement. Mais l'avantage, c'est que toi, tu as lié passion avec Voilà. projet et que tu as cru en ton projet et ça t'a permis de développer ça. Après, c'est vrai que ça dépend des niches, hein, que ça dépend des sujets sur Internet. Il y en a qui sont passionnés, qui ont des projets, mais malheureusement, ils n'ont pas ils ont pas du succès parce qu'il n'y a pas beaucoup de demandes, hein. Donc, Oui, voilà. Donc pour préciser, pour que je te précise ma démarche, j'ai commencé par partir de moi, chercher ma compétence, mes passions, ce pourquoi j'étais faite et ce pourquoi j'avais quand même un peu plus de qualité que la moyenne. Et puis après, j'ai regardé si la niche, elle était saturée, exploitable. Et clairement, dans le domaine yoga, bien-être, santé, il y avait de la place, quoi. J'avais pas de doute là-dessus. c'est vrai, c'est beaucoup demandé et il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées. Ça fait, je crois, 10 ans à peu près que beaucoup de personnes s'intéressent au yoga, tout ce qui est méditation, etc. Donc, il y a Ouais, beaucoup de concurrence, mais c'est vrai que tu as pu te démarquer par rapport à ton expérience. voilà. Et qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui commence sur Internet, qui est passionné, qui a fait des recherches, mais ça a pas vraiment marché ou peut-être qu'il n'a pas acheté de formation? Tu donnerais quoi comme conseil? Sachant que toi, tu as débuté, tu savais pas exactement, tu savais ce que tu voulais faire, mais tu savais pas si ça allait aboutir ou pas. Ah, j'avais ouais, aucune idée de savoir. J'avais à la fois aucune idée de savoir si ça allait aboutir ou pas, et en même temps, je me suis jamais autorisée à douter. Je me suis jamais posé de questions. J'ai fait et je me suis dit, bah, tu regardes si ça marche ou si ça marche pas. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tu corriges, quoi. Voilà, j'ai pas douté sur le projet. Alors, quel conseil que je peux donner? Bah, c'est ça. C'est bien d'être passionné. Souvent, quand on est passionné, on n'a pas une seule passion, on en a plusieurs. Et bah, c'est de regarder la niche, si elle est complètement saturée ou bien si c'est une niche dans laquelle il n'y a pas de pouvoir d'achat. Eh bien, alors peut-être qu'à ce moment-là, il faut explorer une autre passion. Mais je dirais aussi que si dans la vraie vie, vous avez déjà euh, fait preuve d'un certain talent, si vous avez déjà fait quelque chose de concret dans la vraie vie, utilisez-le sur le web. Trouvez la manière de l'utiliser sur le web.
Par exemple, moi, c'était pas évident d'utiliser kiné et l'ostéopathie sur le web, mais j'ai trouvé quand même la manière de l'allier avec l'ostéopathie, avec le yoga, pardon, avec ma passion. Ouais. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le mieux, c'est de tester au maximum. C'est que même si un projet n'aboutit pas, de tester peut-être plusieurs blogs, plusieurs thématiques et de voir celle qui marche le plus. Je sais pas quoi répondre à ça parce que franchement, c'est énormément de travail d'avoir un blog. C'est Donc, vrai. je sais pas si tu as deux, trois blogs que tu testes plusieurs thématiques. Je sais pas si c'est très facile en fait. Il y en a qui l'ont fait sur Blogueur Pro, c'est pour ça que c'est vrai que ça demande beaucoup de travail. Voilà, moi, j'ai plutôt pensé que ce que je ferais, c'est que si ça marchait pas, je reprendrais à zéro sur un autre blog. D'accord, tu ferais pas deux blogs en même temps. Ah, alors moi, d'emblée, je savais que c'était pas possible, hein. Le cabinet, deux blogs, voilà, je me sentais absolument pas les épaules. Parce qu'il faut le préciser, tu as ton cabinet encore Oui, et tu travailles encore dans ton cabinet, donc tu as toujours tes patients. tout à Donc, fait. c'est quoi ton programme de la journée? Alors, en général, j'essaie de travailler par demi-journée au cabinet. Donc, je travaille 3 heures, 3 heures de consultation au cabinet, ce qui n'est pas énorme, mais bon, il faut rajouter à ça les temps de déplacement pour y aller, de préparation, et puis beaucoup d'administratifs, de compta, enfin, de gestion du cabinet. Et puis après, je travaille sur la demi-journée sur mon blog. J'essaie tous les jours de faire ça. D'accord. Et tu as un programme précis pour ton blog où tu te dis aujourd'hui, je vais essayer de commencer ça, ou vraiment toute la semaine, tu as un programme? Ouais, je suis très organisée, très structurée. Je sais précisément ce que je fais. Je sais très précisément, du moins à la fin de la semaine, ce que je veux avoir fait. Et du coup, voilà, j'ai pas de difficulté à planifier. D'accord, tu es plutôt discipliné. Ah oui, moi, il n'y a aucun souci avec ça. Je suis hyper disciplinée. D'accord. Et ce que Bah je veux juste, aussi, oui. pardon, excuse-moi, ce que je veux Non, rajouter, non, c'est que là, dis-moi. maintenant, ça fait 18 mois que j'ai débuté le projet. Donc maintenant, je suis à ce stade de mi-temps au cabinet et mi-temps sur mon projet web. Mais au début, c'était pas ça. Je travaillais beaucoup plus au cabinet et j'ai réduit progressivement au fur et à mesure que je sentais que le blog, bah, je pouvais commencer de m'appuyer dessus, quoi. C'est très intéressant ce que tu dis, que c'est quand tu as commencé à toucher des revenus avec ton blog, c'est parce que tu as créé une formation. Alors, c'est pas tout à fait ça. J'ai senti que ça prenait dans le sens où j'avais des signes positifs, j'avais beaucoup d'inscrits sur ma liste email, beaucoup de retours enthousiastes, et bah, j'avais quand même le support de la formation derrière Blogueur Pro, donc j'avais des chiffres d'autres blogueurs, donc je me rendais compte du potentiel économique, on va dire. Donc ça m'a permis de lâcher un petit peu le cabinet en me disant, bah, normalement, d'ici quelques mois, je devrais commencer à générer des revenus. Voilà, donc j'ai D'accord. quand même pris un petit risque, mais mesuré, puisque je sentais que le blog avait pris. Et puis l'autre chose, c'est que j'avais la liberté de revenir travailler plus au cabinet s'il fallait, quoi. Oui, bien sûr, tu l'as gardé au cas où, il faut toujours Ouais. garder une sécurité. Et là, principalement, tes revenus, c'est sur la formation ou c'est sur du coaching? C'est quoi exactement? Alors c'est sur la formation. Donc j'ai créé une formation, j'ai créé deux formations en réalité. La première, ça m'a mis le pied à l'étrier. Mais c'était pas pour moi, c'était surtout pour promouvoir le livre d'un auteur, enfin d'une kiné, donc qui s'appelle Élodie Lamarche et qui travaillait sur la scoliose et le yoga. Donc son projet m'a beaucoup plu. Donc la première tentative de vente, ça a été en fait pour son produit plus. Et ça m'a beaucoup plu parce que ça m'a déculpabilisé de l'apport scientifique en fait. Elle amenait le contenu intellectuel et moi je m'occupais de ce que je savais pas faire, le marketing, la vente, voilà. Donc j'ai D'accord, appris avec elle en fait, voilà. d'accord. Donc ça t'a fait une expérience. Ça Donc m'a fait une toi, expérience complètement. Et puis ensuite, j'ai créé ma deuxième formation, cette fois-ci toute seule. Et c'est vraiment celle-là qui me permet de vivre. Et donc, c'est une formation en à peu près 2, 3 mois qui permet d'apprendre aux professeurs de yoga à soulager les douleurs lombaires. Donc, soit chez leurs élèves, soit sur eux, d'adapter leur pratique. Donc, ça s'adresse vraiment soit aux professeurs de yoga, soit aux pratiquants avancés qui ont toujours mal au dos et qui ne comprennent pas pourquoi. c'est vrai que c'est un grand fléau, hein, les problèmes lombaires au niveau du dos. Donc je pense que tu as énormément de questions, énormément de demandes. Oui. D'accord. Donc ça, c'est ta deuxième formation. Tu m'as dit, t'en as une troisième ou? Je l'ai pas sortie encore. Elle est dans D'accord. la tête, mais je l'ai pas sortie encore. Donc, elle est en cours. D'accord. T'as mis combien de temps à peu près pour créer ta formation?
Alors, j'ai appliqué vraiment la méthode d'Olivier Roland, c'est-à-dire que je l'ai vendu sans l'avoir créé. J'avais créé 10% comme il conseille, c'est-à-dire concrètement, j'avais le plan de la formation, les slides qui étaient prêts. Et après, une fois que je l'ai vendu, je l'ai enregistré chaque semaine. Je devais fournir une vidéo, donc j'ai enregistré chaque semaine une vidéo, si bien que j'ai mis à peu près 2 mois à la créer à partir du moment où je l'ai vendue. Donc, c'était 2 mois intenses parce que créer Oui, une formation, c'est... je me suis Oui, pas donc, par contre, j'avais créé les slides avant et j'avais créé quand même le support théorique avant. Donc, c'est vrai que ça m'avait pris du temps, mais que je ne saurais pas évaluer. Je l'ai fait petit à petit. Voilà, je ne peux pas te dire. tu avais une idée quand tu as fait ton blog de ce que tu voulais à peu près enseigner ou peut-être mettre dans ta formation? Pas vraiment, non, en fait. Non? Quand j'ai commencé le blog, justement, je ne savais pas du tout ce que j'allais pouvoir vendre. Et D'accord. j'ai commencé en partant dans deux directions. Je me suis dit, est-ce que je parle au particulier qui veut débuter le yoga avec un kiné, qui est quand même une grande demande, hein, surtout les gens un peu seniors. Ils aiment bien ma casquette de kiné pour débuter parce que ça les rassure. Ou bien est-ce que je parle à vraiment des experts en yoga qui veulent affiner leur point de vue? Et au début, je me suis un peu cherchée. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais pas envie de parler aux débutants parce que c'est ce que je fais en cabinet et je trouve que je le fais mieux en cabinet, en présentiel, en voyant les gens. Et je trouvais que j'avais plus de valeur ajoutée en fait. Puis moi, ça me plaisait plus de travailler pour des experts en yoga, de réfléchir, d'apprendre dans les détails. Donc, je suis allée plutôt vers les experts en yoga. D'accord. Et tu t'es informé, tu as lu pas mal de livres, tu as fait des formations spécifiques? Beaucoup parce que j'étais pas forcément à niveau en yoga. Donc, ouais, c'est sûr qu'à chaque fois que j'écris un article, ça me fait énormément monter en compétence sur le yoga. Et puis, je suis entourée de profs de yoga maintenant, donc j'apprends énormément à leur contact, hein. D'accord. Donc, tu continues à te former et en Ouais. même temps à faire partager tes connaissances sur le blog. Tu as également une chaîne YouTube? Alors, j'ai tout un écosystème, pour reprendre le terme. Donc, j'ai la chaîne YouTube, mais je suis pas hyper à l'aise en montage vidéo, face caméra. Je suis pas super douée, mais bon, c'est un format qui est intéressant pour le contenu en yoga, hein. Quand tu montres les choses, c'est quand même mieux. C'est ça. Voilà. Et puis, j'ai après tous les réseaux sociaux habituels, Facebook, Insta, LinkedIn, Pinterest. J'en oublie? Je sais pas. Ouais, c'est vrai qu'il y en a pas mal. Mais où tu te concentres vraiment pour faire avancer un petit peu tes réseaux sociaux? Tu utilises plus Facebook, tu utilises plus Instagram, LinkedIn? En fait, au début, j'ai commencé plus sur Facebook. C'était plus facile et j'avais Oui. plus de répondants. Et rapidement, j'ai vu que je saturais, c'est-à-dire que c'était toujours les mêmes qui répondaient. J'ai eu l'impression que peut-être l'algorithme, hein, je sais pas, me limitait et me proposait plus de nouveaux groupes, plus de nouveaux contacts, ou alors des contacts pas très pertinents par rapport à ce que je proposais. Donc, j'ai senti que ça ralentissait un peu. Et puis, je trouvais incohérent aussi d'avoir tout le monde sur Facebook et personne sur Insta. Et puis, tout le monde me disait, mais Insta, ça marche bien pour le yoga, tu devrais t'y mettre. Donc, j'ai réalisé un défi 30 jours, 30 vidéos là pour booster mon compte Insta. Et franchement, ça a bien fonctionné. Et ce concours-là, je l'ai partagé sur LinkedIn et Pinterest, qui est en train de prendre aussi. Voilà. Donc, D'accord. Donc, j'essaie, si tu veux, plutôt de rester cohérente sur toutes les plateformes et de monter un petit peu toutes les plateformes d'un coup, quoi. De pas tout miser sur une plateforme. d'accord, mais c'est énormément de travail d'être sur toutes les plateformes, justement. On est d'accord, surtout que on voit bien qu'il faudrait un contenu spécifique pour Insta. Insta, Facebook, je trouve que c'est à peu près le même contenu. C'est facile de faire des liens. Par contre, on voit bien que sur TikTok, voilà, j'avais oublié TikTok, il faudrait un contenu spécifique parce que le contenu que je propose sur Insta ne plaît pas sur TikTok. Il en faudrait un sur YouTube Shorts. Donc effectivement, c'est un énorme boulot. En général, ma stratégie, c'est je sors un article. Et derrière, je passe au moins une semaine à faire la com sur les différentes plateformes. Ça me prend au moins une semaine de communiquer sur mon article. Donc, tu prends énormément de temps pour te consacrer pour le développement de tes réseaux sociaux ou tu as remarqué que tu avais plus de visites, plus d'interactions. Dans quel réseau social?
Je te dis, ça dépend des périodes du blog. Au début, j'avais vraiment beaucoup plus d'interactions sur Facebook. Maintenant, je trouve que j'en ai un peu plus sur Insta, peut-être. Bon, franchement, c'est la partie pénible, hein. C'est pas la partie que Ouais, j'apprécie dans le blogging. Alors, il y a un côté pénible, il y a un côté sympa quand même, parce que je trouve que la présence sur les réseaux sociaux oblige à travailler ce qu'on veut transmettre en fait. Ça oblige à être plus naturel, à dévoiler un peu plus son quotidien. Moi, c'est au vrai. début, j'avais tendance à être très pro, tu vois. Je parle anatomie, point barre, quoi. Et j'ai compris aussi l'importance de dire que j'étais kiné, de raconter par exemple des petites anecdotes de ce qui m'était arrivé au cabinet avec un patient avec qui j'avais. C'est que ça intéressait énormément mon audience. C'était une manière qu'elle commence à m'apprécier et pas que je sois juste un truc très carré, très scientifique, sans âme, quoi. Je comprends ce que tu veux dire. La plupart des personnes que j'ai interviewées, c'est vrai qu'ils sont sur un réseau social en particulier, parce que des fois, ils ont plus de vues sur Instagram que sur Facebook, ou soit sur LinkedIn ou Pinterest. Mais c'est vrai que toi, le fait d'être sur plusieurs réseaux sociaux, c'est que ça intéresse énormément de monde. Et enfin, si à chaque fois tu fais plusieurs thématiques sur chaque réseau social, ça peut intéresser d'autres personnes. C'est Donc ça. c'est vrai que c'est intéressant de le souligner, mais c'est un gros travail, hein, faut le souligner. Gros travail, pas forcément très valorisant. Oui, Et tu dis, ça touche beaucoup plus de monde. Attends, restons très modestes, hein. J'ai des tout petits comptes sur chaque plateforme. Et il est évident que si dès le début, je n'avais fait par exemple que Insta, j'aurais un gros compte sur Insta. Alors, est-ce que c'est une bonne stratégie d'avoir que Insta, un gros compte et ramener... écoute, moi, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ma stratégie, elle est prudente. oui. Tu mets tous tes contacts sur plusieurs réseaux sociaux. S'il y a un changement, un compte qui ferme, eh ben, tu as les autres quand même qui sont là au cas où. Tu n'as pas tout misé sur une plateforme sur laquelle tu n'as aucun pouvoir en fait. Euh, donc voilà, moi je suis quand même, tu vois, gestionnaire en bon père de famille. Donc ça me va bien ce côté lentement mais sûrement. Voilà. Ouais, je vois à peu près, tu es plutôt sécuritaire, tu essayes de toucher un petit peu toutes les plateformes. Euh, c'est vrai que moi, ce que j'ai constaté, c'est que les algorithmes des réseaux sociaux changent énormément. C'est ce qui pose problème par rapport à un site internet. Donc, à chaque fois, ils changent leur algorithme, ce qui fait que c'est un peu compliqué de savoir où se positionner. Donc, c'est vrai que ta technique est plutôt pas mal, mais c'est vrai que ça demande du travail, mais c'est à tester. Donc, Ouais. tu nous feras un retour d'ici quelques temps pour voir. Mais c'est vrai que moi, par rapport au retour que j'ai eu, c'était l'algorithme. Justement, c'est pour ça qu'ils préconisent de prendre un blog, parce que au niveau de l'algorithme de Google, ça change, mais c'est pas énormément. Mais c'est vrai que Facebook, Instagram, et TikTok, c'est un peu compliqué, hein. Ben oui, moi j'ai vraiment vu des différences. Des fois, j'ai des posts sur Facebook qui sont beaucoup vus, beaucoup likés, et pourtant je respecte bien, je connais la théorie, je réponds bien aux commentaires. Et des fois, pour les mêmes nombres de commentaires, pardon, je vais pas être très cohérente, mais des fois c'est bizarre. C'est un post que tu as envoyé il y a 15 jours qui continue de remonter, de remonter, de remonter, et les Voilà, c'est ça. Mm. ils fonctionnent pas. Tu comprends pas, et je vois bien que tout le monde n'a pas la visibilité sur le poste, donc tu n'as absolument pas la main sur ce qui se passe. Ou peut-être qu'il faut être plus avancé que mon niveau de débutant, quoi. Mais voilà, moi j'ai une stratégie réseaux sociaux prudente et dispatchée sur plusieurs plateformes, et j'ai une stratégie SEO beaucoup, hein. Voilà, je passe beaucoup de temps dessus aussi. SEO pour ton site internet. Pour mon site internet, c'est-à-dire le référencement naturel par Google, c'est-à-dire quand quelqu'un tape, je sais pas moi, hyperlaxité au yoga, je fais en sorte qu'il me trouve rapidement. Voilà. D'accord. Donc, t'es bien situé quand il y a des recherches concernant ta thématique. T'as combien de visites à peu près par jour sur ton blog? Une centaine si je communique pas sur un article, si je laisse vivre le truc, c'est une centaine d'articles, une centaine de visites Par par. jour? D'accord. Donc, l'avantage, c'est que t'as la recherche, t'as le référencement organique par Google. Et l'avantage, c'est que tu seras toujours bien optimisé sur les recherches Google, même si dans d'autres plateformes, tu es moins optimisé, on va dire, tu as toujours Google en sécurité. Donc, Exactement.
Tu fais un article par semaine ou comment ça se passe? Non? Impossible. Je fais en général, je dirais plutôt que c'est de l'ordre d'un article par mois ou tous les 3 semaines. Là, je vois que j'ai réussi à aller un peu plus vite maintenant. C'est un article, je te dis en gros une semaine, je passe une semaine à écrire l'article et je passe une semaine à le promouvoir, en gros, voilà. Et puis, comme j'ai plein d'autres trucs à côté, les formations à créer, des petits bugs techniques à répondre à des gens, bon voilà, les 3 semaines, elles sont vite passées. C'est vrai. Et comment justement tu t'organises la journée? Est-ce que tu te mets trois thématiques trois activités à faire dans la journée à finir absolument, ou tu te dis, par exemple, j'ai une formation à terminer ou un module à terminer en une semaine, il faut que après j'arrive à m'organiser sans écrire. Bon, là, c'est pas là que je suis la plus douée. En vérité, jusqu'à présent, je faisais des listes et j'essayais pas spécialement de les caser dans mon planning. Je faisais des listes et moi-même, je me disais, bon, ça c'est très urgent, ça c'est urgent. Donc, je voyais ce par quoi il fallait que je commence. Et en fait, j'ai compris que c'était une mauvaise méthodologie de simplement faire la liste parce que ça me mettait dans un stress important. Je voyais, par exemple, là, j'ai des dates de rendu pour des articles parce que j'ai la chance d'être publiée dans une revue papier. L'inconvénient, D'accord. c'est il faut rendre l'article à telle date. Et tu vois, ça me stressait beaucoup. Quand j'approchais de la date, je me disais, oh là, mon Dieu, l'article. Mm. Et en fait, maintenant, j'ai changé de stratégie et je le planifie. Je me dis, cette semaine-là, elle sera consacrée à cet article-là. Et je fais des rétro-planning. Je me dis, je vais faire un lancement. Ok, alors je fais le rétro-planning jusqu'à maintenant et je vois que tout tient ou tient pas et qu'il faut espacer un peu le lancement. Et en travaillant sur ce système de rétro-planning et de planification, ça m'allège vachement au niveau du stress. Après, toi, tu es plutôt quelqu'un qui procrastine pas beaucoup. Pas du tout, voilà. Moi, c'est même l'inverse, hein. Je veux dire, c'est une catastrophe, hein. Si je m'écoute, je fais que travailler. Donc, il faut vraiment que je me force à m'arrêter, quoi. Et il faut vraiment que je me En force à plus, m'arrêter, à faire autre chose, parce que je comprends bien que sinon je sature. tu as une vie de famille à côté, donc Voilà. tu essaies de t'organiser. Et tu Alors, arrives à gérer? ouais. J'ai des temps qui sont consacrés aux enfants et des temps consacrés au travail. Donc, je sais qu'à partir du moment où je récupère les enfants, je fais plus rien pour le blog. Voilà. Ça, je suis maintenant suffisamment mature pour comprendre que de toute façon, si tu essayes de faire les deux, ça va forcément mal se passer avec les enfants. Je veux dire, ils ont besoin que tu sois disponible pleinement pour eux. Donc, voilà. À partir du moment où ils rentrent, c'est fini et je m'occupe plus du blog. D'accord. Ouais, mais c'est vrai que l'avantage de travailler chez soi, déjà, c'est que tu peux t'organiser avec ton planning par rapport à tes enfants et c'est que tu es passionné, donc c'est pas un travail. C'est- C'est pas dur pour moi. Donc, tu vois, quand ils rentrent, Voilà. je suis là pour eux, je range le Mac. Et après, quand ils sont couchés, je m'y remets, mais volontiers. Voilà, c'est pas un effort pour moi. C'est au contraire, Oui. presque, bon, allez, je m'y remets. Ouais, c'est un bon booster et c'est vrai que c'est pas. Mais déjà, tu avais ton travail avant, tu étais libéral déjà, tu étais passionné par ton travail, on va dire. Oui, Donc c'était une bonne expérience et ça t'a permis aujourd'hui de lier les deux. Donc c'est très intéressant. En sachant que tu procrastines pas, j'en ai pas vu beaucoup qui procrastinaient pas. Donc c'est intéressant. Et c'est dû à quoi que t'as jamais procrastiné? T'as ouais, toujours été mental. ouais. Il faut bosser, il faut bosser, il faut bosser. T'as J'ai toujours, toujours, même quand j'étais enfant, au collège, au lycée, vraiment la difficulté pour moi, ça a toujours été de m'arrêter et de dire c'est bon, c'est assez bien, tu n'as pas besoin de faire plus, ça suffit. Voilà. tu Ça, es perfectionniste aussi. je suis perfectionniste, voilà. Mais même si c'est peut-être moins courant que enfin en tout cas dans tes interviews, faut vraiment se rendre compte qu'à l'inverse, c'est source vraiment d'une grande fatigue morale. Et je pense sincèrement qu'on est vraiment plus sujet à des burn-out quand on est dans cette situation-là, parce que justement, on ne sait jamais s'arrêter, jamais se reposer, jamais lâcher prise. Voilà. Et tout ça, bah, faut quand même apprendre. C'est pour ça que je fais du yoga aussi. Oui, c'est vrai, ça peut aider justement. Et tu conseillerais quoi à quelqu'un qui veut justement arrêter de procrastiner, qui veut avoir ton mental justement pour avancer dans ses projets?
Bah, écoute, moi, je procrastine pas parce que je travaille toujours avec passion. Je veux dire, tu vois, c'est un truc là dans les tripes, tu vois, et t'as envie que ça marche. C'est c'est vraiment le fait d'y arriver, en fait, de réussir à faire un truc. Donc, moi, je me donne les moyens. Voilà, c'est donc de travailler aligné sur une passion. C'est vraiment ça, quoi, qui est le plus important. Donc, tu conseillerais de faire quelque chose qu'on aime et de Voilà. se lever le matin et d'apprécier ce qu'on va faire, ce qu'on va travailler avec un objectif précis. C'est ça. Et un Est-ce petit que toi, tu as conseil. un objectif? Ah, Hmm. pardon. Oui, moi, ouais, Non, j'ai non, dis-nous le petit conseil. le petit conseil pratique que j'ai entendu, moi, ça me sert pas un conseil comme ça, mais je comprends que ça puisse servir à d'autres. C'est de dire bon, ok, j'ai pas envie de m'y mettre, c'est pas le moment, je préfère faire autre chose. Ok, tu mets un minuteur et tu te dis, je commence et je le travaille pendant 5 minutes. Et à la C'est fin des vrai, 5 minutes, je me demande si je veux retourner dans mon canapé ou si je suis prêt à continuer à travailler. Mais je m'impose de le faire pendant 5 minutes au minimum. Voilà. c'est vrai. Moi, ce que je conseille aussi, c'est par exemple, pour les personnes hein, qui aiment bien regarder les séries Netflix ou les films, de se dire après avoir travaillé, je regarde ma série. Je C'est me ça. fais plaisir, je me regarde ma série. Et tellement qu'on est dans le travail, on va se dire bon, après à la série. C'est vrai qu'il y a des petits conseils qu'il faut appliquer chaque jour. Je sais pas si tu es amatrice de films, enfin de Netflix ou peut-être de réseaux sociaux. Est-ce que toi, tu passes du temps Pas du tout, pas du ou tout. pas? Moi, par exemple, tu vois, j'ai pas la télé chez moi. Je suivais personne sur les réseaux sociaux. J'avais pas du tout cette culture des réseaux sociaux. C'était pas mon truc, quoi, hein. Et donc là, je suis obligée d'y aller. Donc, je suis quelques comptes de d'autres blogueurs parce que, mais plus des petits, en fait, ça m'intéresse de voir ce qu'ils font. Mais c'est toujours dans un objectif travail relationnel, suivre ce qu'ils font, m'inspirer. Mais par contre, voilà, non, honnêtement, j'ai pas cette culture des réseaux sociaux ni la culture Netflix. Je l'ai eu à un moment donné de ma vie où mes enfants étaient vraiment plus jeunes, où là j'étais vraiment plus coincée, entre guillemets, par voilà, la maternité en bas âge. Donc là, j'ai passé un peu plus de temps sur des séries, mais vraiment, j'en voyais vraiment le côté négatif, c'est-à-dire c'est trop addictif. C'est vraiment un problème. Tu commences, tu es tellement dans l'histoire, C'est c'est vrai. bien fait. Et puis, il est 23h30, c'est pas raisonnable. Tu as une grosse journée, tu te lèves à 7h le lendemain, mais tu dis, oh, encore une, c'est pas grave. Et tu recommences. Et tu vas te coucher fatigué, en plus avec plein d'images dans le cerveau. Et tu vois, C'est moi qui vrai. regarde plus du tout la télé ou des films le soir avant de me coucher, quand ça m'arrive, et je dors super mal. J'ai le film dans la tête, quoi. C'est fou, hein. On C'est sous-estime vrai. complètement ce genre de Avec les nuance. écrans. Ouais, sur Non, non, laquelle. avec les écrans, déjà, au niveau de la vue, au niveau du cerveau, c'est pas du tout. Déjà, c'est pas utile et en plus, ça bousille tout hein, au final. Donc, C'est ça. euh, mais c'est vrai que de toute façon, avec le programme que tu as, je pense pas que tu aurais eu le temps de Non, perdre mais, ton temps. je veux pas dire que j'ai. En fait, moi, c'est aussi un choix. Comme je passe déjà beaucoup d'heures devant un écran, ça m'attire pas de repasser du temps devant un écran dans mes loisirs. Et en plus, vraiment, c'est dans ma personnalité d'être très sociable. Et du coup, mon point d'honneur, c'est vraiment de sortir, de voir du monde, d'échanger, de discuter. Voilà, c'est beaucoup plus qualitatif pour moi de faire ça plutôt que de rester chez moi devant un écran à regarder une série. Mais c'est bien parce que tu as mis tes priorités, t'as mis tes priorités et c'est vrai qu'au final, hein, Netflix, les réseaux sociaux, c'est une perte de temps. Hein. Si on l'utilise passivement, parce qu'on regarde une petite vidéo qui va durer et après, au final, on en a pour 1 heure en regardant les autres vidéos. Après, ils le disent, hein, c'est addictif, hein, c'est fait exprès, hein, c'est pour attirer notre attention. Donc, Après, c'est super, et puis il y a quand même quelque chose, ça fait partie de notre temps, de notre société. Donc, moi, j'aime bien aussi quand t'as un patient qui te parle d'un truc, bah, moi, je connais aucune des séries Netflix du moment, tu vois. C'est quand même un manque culturel. exactement. Et c'est vrai que tes enfants sont dans la même optique. Ah non, 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 mes enfants, ils adorent les écrans, je te rassure. Eux, ils sont D'accord. là sur Netflix, ils regardent Netflix toute la journée. Non, peut-être pas toute la journée, mais non, non, mes enfants, ils sont normaux, hein. Ils râlent que j'ai pas de télé, D'accord, quoi. ok. Voilà. D'accord. C'est pas plus mal de pas avoir de télé. Eh ben, moi, j'en ai terminé avec mes questions. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose Euh, aux auditeurs?
Oui, alors attends, il y avait quelque chose que tu as dit que j'ai pas, sur lequel je voulais rebondir et je l'ai pas fait. L'information aussi. Ouais, bon, alors ce que je voudrais dire à tes auditeurs pour conclure, c'est que donc je suis entourée de beaucoup de gens qui essayent de débuter dans le web, hein. Donc déjà, ça c'est vraiment important d'être en réseau, de s'entourer de gens qui essayent de faire le même projet parce que c'est un grand soutien. Et l'autre chose, l'erreur la plus classique que j'ai pu voir autour des gens qui étaient autour de moi, c'est ils montent un projet. Ils se donnent à fond dedans, hein. Il y a plein de gens qui bossent énormément, hein, pour essayer d'y arriver sur le web. Et ils regardent pas ce qu'ils font. Ils analysent pas. Et ils prennent pas les bonnes décisions au bon moment. Par exemple, quand tu fournis un bonus qui convertit pas. Personne laisse son mail pour avoir ton bonus. Il faut pas tout jeter à la poubelle. Il faut juste analyser et te dire, bon, bah, pourquoi ça plaît pas? Est-ce que c'est parce que j'ai mal ciblé mon audience? C'est pas ça qu'elle attendait comme bonus? Ou est-ce que c'est parce que le formulaire donne pas envie de laisser son mail parce qu'il n'est pas assez orienté sur les bénéfices que les gens vont obtenir? Voilà, la remise en question, elle est vraiment importante à chaque étape du projet. Dès que t'écris un article, tu l'analyses, tu regardes comment il performe au niveau SEO, ça réagit sur les réseaux sociaux, et puis tu en tires les conclusions. Bon, ok, ça marche moins bien. Qu'est-ce que je fais la fois d'après? Voilà, donc tu fais, tu analyses et tu C'est vrai que corriges. c'est très s'auditer en fait. Oui, c'est ça. Parce qu'on a tendance à avancer droit comme ça, à toujours faire, C'est faire, vrai. faire, faire, parce qu'il y a énormément de choses à faire, sans prendre le temps de regarder en arrière. Et c'est intéressant d'avoir un ami de blog qui est un peu critique sur ce que tu fais aussi et qui t'amène à te dire, attends, là, ton taux de conversion, il n'est pas bon, donc faut faire quelque chose. N'avance pas plus, réfléchis à ce problème. Le fait d'être dans un groupe, c'est vrai que ça permet déjà de se motiver et de se critiquer justement, de voir ce qui va pas. Et c'est vrai que ça prend du travail, enfin, ça prend du temps de s'auto-analyser, de faire des audits. Mais en plus d'avoir un œil extérieur, c'est vrai que c'est pas pareil parce que des fois, tellement qu'on regarde notre blog, on a, on voit tellement le blog, on voit tellement l'article, on voit pas les défauts. Donc d'avoir un œil extérieur, ça peut vraiment aider. Mais c'est vrai que le travail de recherche, je pense que pour moi, c'est le plus compliqué, hein. De voir ce qui va pas, c'est le plus compliqué. Et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui cherchent des coachs, Ouais. justement, qui payent des coachs pour les diriger. Donc, je suis d'accord avec toi. Donc, soit on le travaille nous-mêmes, ça prend du temps, sinon on peut s'aider d'un groupe ou d'un coach. Voilà, tout seul, c'est pas toujours évident de voir, mais quand même, dans la formation, là, il y a des trafics qui sont attendus. Je veux dire, si ton article il est lu par 35 personnes, tu sais que globalement, c'est pas bon, quoi. Voilà, donc tu vas quand même essayer de regarder quelles sont tes stats habituelles. Finalement, moi, ce que j'ai adoré découvrir, c'est que c'était presque quelque chose de mathématique. Tu sais combien tu as de personnes qui viennent visiter ton blog, combien te laissent leur mail. Et à partir de là, tu sais à peu près combien vont acheter la formation, quoi. C'est des choses, quand tu l'as fait une fois ou deux, tu peux avoir une idée du taux de conversion. Et bien voilà, tu joues de manière très statistique, tu regardes ce qui se passe et tu joues. C'est hyper intéressant. Et toi, en pourcentage, tu sais à peu près les pourcentages des personnes qui ont vu déjà tes articles, qui se sont inscrits à tes listes d'emails et qui ont souscrit la formation? Alors, je sais te dire que en gros, il y a 3 ou 4% des gens qui me laissent leur mail sur ceux qui viennent et c'est plutôt des bons taux de conversion. Enfin voilà, c'est dans les normes, c'est ce qu'il faut avoir à peu près comme taux, si j'ai bien compris mes cours. Et, après, le taux de conversion, alors le souci, c'est que plus tu vends souvent une formation à la même liste mail, le taux est différent si tu veux. Moi, Bien ce que sûr. je fais, c'est que chaque personne qui me laisse son mail, en gros, c'est 5 euros je vais réussir à vendre 5 euros de formation. Je ne sais pas le calculer en pourcentage, mais je sais te dire comme ça. Un Oui, projet me ramène une, environ 5 euros. euh, euh, oui, dans ta liste d'emails, une personne 5 euros à peu près te rapporte. 5 euros. C'est vrai que oui, c'est pas en pourcentage, c'est plutôt en montant, tu as raison. Je sais pas D'accord, te donc dire c'est plutôt combien pas mal, la 5 euros. formation, mais voilà, je sais que comme je fais la formation, je sais que 5 euros par prospect, c'est bon. Voilà, feu vert. Oui. Oui. Et tu as essayé de faire de la publicité sur Facebook?
Jamais. Donc voilà, écoute, je peux te le dire, l'année prochaine, en fait, pour moi, je vais passer à l'étape supérieure. J'espère bien, je suis vraiment trop contente. J'ai pris un coaching justement pour avancer, en fait. Et donc, les étapes qui vont venir, ça va être la publicité payante sous forme de retargeting, c'est-à-dire proposer de la pub, mais à des gens qui me connaissent déjà. C'est bien que ça te coûte beaucoup moins cher que de faire de la pub sur Facebook comme ça au hasard. Tu cibles sur des gens qui connaissent déjà ton contenu. Et puis après, ça va être de déléguer un peu. Voilà. Moi, ma valeur ajoutée, elle est vraiment dans la création du contenu. Et franchement, je suis mauvaise pour tout ce qui est technique. Là, j'ai encore mis un produit en vente à 19 euros, un petit truc. Ça a planté, quoi. Voilà, j'arrive, tu vois, le Ça prend paiement, du temps. la personne ne recevait pas le mail et ça m'énerve de perdre du temps là-dessus. Et en plus, c'est pas satisfaisant. Je comprends tout à fait le client. Il laisse 19 euros sur une carte bleue et tout. Il a envie d'avoir son produit. Il n'a pas envie que d'entendre que, ah bah oui, pardon, je suis pas très forte en technique, ça n'a pas Mm. marché. Voilà. D'accord. Et tu t'as domicilié où justement tes formations ou... C'est Euh, System.io ou c'est une autre plateforme? ouais, j'ai pas pris System.io. Je pense que c'est un tort, hein. Vraiment, si j'ai un conseil à Oui, donner à quelqu'un qui débute, c'est de prendre System.io. System.io. Alors c'est vrai que dans la formation d'Olivier Roland, on recommande ActiveCampaign et puis l'hébergement sur un site web. Mais franchement, techniquement, c'est compliqué. On perd beaucoup de temps dessus. Je pense que System.io, c'est très malin, hein. C'est gratuit au début quand tu débutes et ça devient Oui, payant au moment où tu as plus de besoins. Mais finalement, c'est très cohérent avec quelqu'un qui veut débuter sur le web. c'est vrai que c'est plutôt pratique. Et en plus, ça marche super bien pour domicilier ces formations. Voilà. Je suis d'accord. Tous les gens qui l'utilisent pour domicilier les formations sont très contents. Ceux qui l'utilisent aussi comme autorépondeur, globalement, ils sont contents. Et c'est un seul outil, ça plante pas. Voilà, je regrette de ne pas avoir commencé dessus. Et maintenant, j'ai commencé sur d'autres outils. J'ai mis tellement de temps à les prendre en main. J'ai tout qui est installé dessus. J'hésite à C'est revenir. vrai. Voilà, j'hésite. D'accord. Ouais, c'est vrai que c'est compliqué parce que ça prend du temps de reprendre les habitudes d'une plateforme plutôt. Complètement. Donc l'année prochaine, c'est plutôt projet à déléguer, faire de la publicité sur Facebook. Tu m'as dit des gens que tu connaissais qui étaient amis avec toi, c'est ça? Dans les groupes? Oui, oui, j'ai beaucoup d'amis blogueurs pro. Ouais, ouais, j'en ai beaucoup. Ouais. Enfin, par rapport à ta formation, enfin, ceux que tu veux cibler Ah, dans ah les oui, groupes. tu dis sur la publicité, pardon, j'avais pas compris. C'est ça. C'est Oui, ça, oui, sur la publicité, tu vas cibler les amis ou ceux qui sont amis avec toi dans un groupe ou dans voilà, plusieurs groupes. C'est exactement. ça. Alors, D'accord. ne me pose pas de questions techniques, parce que je n'ai pas encore étudié le programme. Mais le programme, c'est donc de faire une publicité ciblée sur des gens, apparemment c'est possible, qui sont déjà venus sur mon site ou sur mon Insta ou sur mon Facebook. Et à eux, je leur renvoie des propositions de formation. Mais j'envoie pas D'accord. à tout l'univers. Je cible vraiment sur ceux-là. Parce que la publicité Facebook est très compliquée, hein. Mm. Enfin, on m'a dit que c'était difficile, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs, comme tu disais, tu peux cibler énormément en France ou dans le monde entier, et tu peux cibler tes amis ou dans le groupe ou des personnes qui ont visité ton site internet. Donc c'est bien de le préciser, mais c'est vrai que ça marche pas mal, hein, les publicités sur Facebook. Je pense, hein, parce que moi, j'ai vraiment découvert la puissance des réseaux sociaux. Je sais pas, il y a 2, 3 ans comme ça, au hasard, je me dis tiens, je vais faire une petite conférence, un soir, 1 heure et demie. Je propose un cours d'anatomie sur, je sais plus, le bassin. Je te dis n'importe quoi. Je mets ça sur les réseaux sociaux, mais en un rien de temps, j'avais 11 personnes qui étaient inscrites. Tu vois, à 20 euros la place. Je me dis, ah, mais quand même, tu vois, au cabinet, c'est dur. Enfin, je gagne pas, c'est pas facile pour moi de gagner cette somme-là. Enfin, je veux dire, ça me demande de trouver des patients, de travailler. C'est intense physiquement. Et là, je me dis, ouais, 1 heure et demie devant les réseaux et j'ai gagné 11 fois 20, quoi. Voilà. Donc, j'étais C'est vrai que surprise. c'est vrai que ça va super vite, hein, et tu vas le commencer quand ton projet sur Facebook? L'année prochaine, je sais, c'est pas moi c'est le coach hein, qui va nous donner les dates. Donc, première séquence, on fixe nos objectifs. Deuxième séance, bah, je sais pas si ce sera la deuxième, je me souviens plus de l'ordre. En tout cas, j'ai bien retenu que la troisième, c'était ça, apprendre à déléguer. Voilà, ça m'importe parce que je sature un peu.
Et tu vas déléguer, tu sais pas, ça va être début d'année, ça va être plutôt milieu J'imagine d'année. aux alentours du mois de mars. Il y a un coaching par mois, donc j'imagine que ce sera autour de mars-avril, commencer à déléguer certaines tâches, voilà, sur lesquelles j'apporte pas de plus-value, quoi. Je suis vraiment, je perds trop de temps et je ferais mieux de faire autre chose que ça. C'est vrai, il faut se concentrer comme la loi de Pareto hein, sur les 20% qui nous rapporteront 80%. C'est ça exactement. Alors après, moi, je suis quelqu'un de curieux, j'aime beaucoup apprendre. Donc ça m'a plu hein, de m'intéresser au marketing digital, la publicité Facebook, ça va beaucoup m'intéresser. Hein, je pense de voir les statistiques, comment on fait, comment on s'y prend. Mais à un moment donné, voilà, il y a des gens qui sont experts dans le domaine. Faut pas, c'est une expertise comme une autre. Hein, je veux dire, faut juste reconnaître qu'il vaut mieux déléguer, surtout sur des choses. Où vraiment c'est statistique, tu as un retour sur investissement, quoi. Hein. Tu mets 1 000 € en pub, Sûr, bien ça te rapporte. Voilà, si tu le fais tout seul et que tu dépenses 1 000 €, t'as rien gagné là, vraiment. Hein. c'est vrai. Et donc c'est un bon projet. Après, j'espère qu'on aura une deuxième interview pour voir un petit peu Oui, oui. tes avancées pour 2023. Plutôt fin 2023, comme ça tu nous auras bien expliqué tes avancées, parce que 2022 c'était un projet en particulier, 2023 c'est une évolution et j'espère que tes projets se réaliseront. Juste dernière chose, parle-nous un petit peu de ta formation parce qu'elle marche plutôt bien. Donc c'est quoi exactement comme formation? Alors, c'est une formation pour les professeurs de yoga ou les élèves avancés en yoga. Et je leur apprends comment on gère le mal de dos. Parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues sur le mal de dos. Alors, par exemple, typiquement, le professeur de yoga, s'il a quelqu'un qui a mal au dos, il va lui dire ah bah, arrête-toi, mets-toi au repos, puis tu reprendras la posture d'après. Alors, ça, c'est vraiment un très mauvais message qu'on donne à ses élèves. On lui fait croire, inconsciemment évidemment, que son dos est fragile et qu'il ne peut pas faire la posture. Donc, ça le conforte dans l'idée d'une faiblesse du dos. Alors qu'au contraire, c'est précisément parce que cette posture, elle pose problème qu'il faut la travailler. Hein, tu vois, on prend souvent le problème à l'envers. Alors, pour moi, c'est facile parce que je sais ce qui est bon ou pas bon pour le dos. Pour les profs de yoga, c'est compliqué, personne ne leur a jamais expliqué parce que les connaissances en anatomie, en biomécanique et les connaissances de médecine actuelle, ils les ont pas hein, dans leur formation de prof de yoga. Donc, ils sont très heureux d'avoir en face quelqu'un un peu carré, un peu rigoureux, un peu scientifique, qui leur dit, bah voilà, en kiné, on sait très bien que ce qu'on veut là, c'est des extensions, c'est-à-dire des cambrures. Et c'est intéressant de travailler dans ce sens-là. Voilà, parce que eux, les décambrés, ils en font faire beaucoup et ça leur fait peur. Donc, ils sont pas tous très certains de savoir s'ils doivent les proposer ou pas. Voilà, donc on travaille ça. C'est une formation qui dure 2 à 3 mois. Il y a beaucoup de contenu théorique. Pardon, beaucoup de contenu. Il y a beaucoup de contenu en fait. Donc, il y a une partie théorique et une partie pratique où vraiment on détaille. Alors, ok, maintenant qu'on a compris qu'il fallait faire des extensions, pratiquement comment on fait. Comment on débute avec quelqu'un qui a peur, qui a mal, qui veut pas se mettre à plat ventre, comment je le fais aller vers un cambré. Voilà. D'accord. Et donc, ça dure 2, 3 mois. Donc, il y a un suivi. Il y a, par exemple, tu fais s'il y a des questions, s'il y a des personnes qui ont des questions à te poser durant la formation, ils peuvent te contacter. Bien sûr. Alors, il y a un groupe Facebook que j'essaye de rendre le plus interactif possible. Donc, ils reçoivent une vidéo par semaine et moi, je leur pose des questions sur la vidéo de la semaine, tu vois. Est-ce qu'ils ont bien compris? Voilà. Après, ils ont des fiches de synthèse à trous à compléter. Donc, je leur envoie une fiche. Et la phrase est remplie, il manque un mot. Alors, il faut se souvenir de celui qui correspond à la vidéo. Et c'est surtout, à la fin, ça leur crée un support, quoi, du cours. L'essentiel est dans une fiche, quoi. Parce qu'après, sinon, tu as plein de vidéos, mais tu peux pas tout regarder à chaque fois. Et puis, j'ai proposé, pour ceux qui le souhaitaient, un accompagnement premium avec des coachings en plus. C'était hyper intéressant. On a fait le premier hier. Et moi, c'est vraiment hyper plaisant. J'entends leur retour direct. Je sais ce qui était peut-être pas facile à comprendre dans la vidéo, ce sur quoi je dois insister. Je leur reproposerai la prochaine fois avec, tu vois, j'insisterai un peu plus sur les points bloquants. Et puis, ça me permet d'ajuster au besoin de retourner rapidement une vidéo pour compléter le cours. Voilà. Et il y a 8 cours. On fait une pause à la moitié pour que ceux qui sont en retard puissent rattraper l'écoute des vidéos. Et à la fin, on fait une session tous ensemble. Tout le monde se connecte et puis ils me posent leurs questions. Voilà, mais tout du long, je suis très joignable sur le groupe Facebook ou par mail. Et je les D'accord. invite à interagir entre eux. Enfin, moi, j'ai ma réponse de kiné, mais c'est aussi intéressant d'avoir la réponse d'autres profs de yoga qui disent, ah bah ouais, moi, quand j'ai ce problème, je fais ci, je fais ça.
C'est vrai. L'effet de groupe, c'est vrai que c'est motivant et ça permet d'avancer beaucoup plus vite et de persévérer, hein. Donc l'avantage, c'est de suivre la formation parce qu'il y a des personnes qui achètent des formations mais qui ne la suivent pas forcément ou qui Ah appliquent ouais. pas. Donc Alors ça, c'est hyper décevant. C'est vrai que quand tu crées du contenu comme ça, en plus, bon, t'as vu, moi, je suis passionnée par ce que je raconte et par mes élèves, j'ai vraiment envie de les suivre, quoi. Et quand ils achètent et qu'ils écoutent pas les vidéos, je suis vraiment déçue. Et en même temps, qu'est-ce que tu veux, je peux pas aller chez eux leur mettre la bien sûr, vidéo, quoi. Voilà, donc c'est de leur responsabilité. Et comme moi, je suis pas dans ce tempérament. Si j'achète un truc, je le fais. J'ai du mal à comprendre que les autres fonctionnent pas comme ça. Et surtout, à pas me dire, ah, ta formation, elle est nulle, c'est pour ça que les gens écoutent pas les vidéos. Voilà. Non, c'est parce que tout le monde s'autodiscipline pas. c'est vrai. Mais là, dans tout, enfin toutes les personnes, hein, toutes les formations, la plupart du temps, il y a toujours quelques personnes qui la mettent pas en place ou qui l'écoutent pas ou qui retardent. Il y en C'est a ça. qui peuvent retarder, hein. D'accord. Donc, ta formation, s'il y a des personnes qui seraient intéressées, est-ce qu'ils peuvent te contacter? Est-ce que tu as une adresse email professionnelle? Ouais, donc ils peuvent aller sur mon site adaptersonyoga.com. Ils vont dans l'onglet formation et puis ils verront qu'il y a 3 formations qui sont proposées. Donc il y en a qu'une grosse qui est en ligne. Après, il y a un petit produit, mais tu vois, je l'ai mis hier. Donc D'accord. c'est juste des replays de lancement que j'ai fait. Et puis il y a une formation en présentiel. Voilà, donc ils verront la formation lombalgie en ligne et puis ils peuvent me laisser comme ça leur mail et ils seront dans la. Je les préviendrai de la date du prochain lancement. D'accord. Et de toute façon, s'il y a des questions, ils peuvent le mettre en commentaire. Tu Ah pourras oui, y répondre. évidemment, ils me contactent muriel@adaptersonyoga.com et c'est moi qui réponds à tous les mails, je n'ai pas délégué. Oui, bah, ça c'est plutôt pas mal. Ça, ça c'est plutôt pas mal. Donc, je laisserai de toute façon ton email sur la barre d'infos. Donc, voilà, Muriel, est-ce que tu voulais rajouter un autre petit point? Non, je te remercie pour ton interview, c'était très agréable. Et ouais, je vais juste dire, bah, croyez en votre projet, quoi. Voilà, accrochez-vous. Je suis la preuve que c'est possible, même sans aucune connaissance sur le sujet à la base, quoi. Voilà. Donc accrochez-vous, motivez-vous pour votre projet. Bah, je te remercie, Muriel, pour cette interview. Donc, j'espère, chers auditeurs, ouvrir les yeux sur vos projets à venir et facilitera les premiers pas dans le monde de l'entrepreneuriat du web ou autre. Donc, Muriel, c'était un plaisir de t'avoir accueilli, d'avoir eu l'échange avec toi et j'espère que tes futurs projets se réaliseront. Donc, nous aurons bien sûr l'occasion de faire une deuxième interview pour 2023, comme on en Waouh, avait discuté. la pression. C'est une bonne pression. Donc, comme je vous avais dit, si vous avez des questions à poser à Muriel, n'hésitez pas. Je vous laisserai en barre d'infos son adresse email, ses réseaux sociaux. Et nous, on se dit à bientôt pour une deuxième interview avec un entrepreneur qui débute également sur le web et qui perçoit déjà un bon revenu. Merci Muriel et à bientôt. Merci, Sherazade. À bientôt.